Aux États-Unis, on ne parle que de cette nouvelle, bien sûr, la mort de George Bush père de la dynastie des Bush, qui a été 41e président américain. Il s'est éteint donc au cours des dernières heures. On le voit d'ailleurs ici au bras de sa femme, Barbara, qui s'est éteinte, elle, au printemps dernier. Alors, il avait une immense feuille de route, un seul mandat comme président américain, mais il a été également vice-président américain pendant 8 années. Son mandat qui a été fort marqué par la politique internationale avec la guerre du Golfe notamment. Alors, ce matin, bien, on devait parler du G20. On va en parler nécessairement, bien sûr, mais Samir Saul, professeur en histoire des relations internationales à l'Université de Montréal, est avec moi ce matin. Bonjour. Bonjour. Alors, parlons tout d'abord du legs de George Bush comme 41e président des États-Unis. Il faut d'abord dire que George Bush est un parfait représentant de l'élite américaine, de l'élite de la côte Est, c'est-à-dire très liée aux affaires. Ses parents sont des banquiers ou des investisseurs à Wall Street. Il est étudiant à Yale, donc Ivy League, c'est le parcours normal de l'élite américaine. En économie. En économie, effectivement. Mais ensuite, il passe aux affaires lui-même et fait fortune dans le pétrole au Texas. C'est l'époque donc du pétrole très triomphant et il devient donc un homme d'affaires qui réussit bien dans ce monde-là. Il cherche aussi à entrer en politique. Il essaie de se faire élire sénateur, il n'y réussit pas. Comme son père l'avait été sénateur. Son père avait été sénateur, effectivement. C'est une dynastie donc, qui mêle les affaires et la politique. Alors, il essaie de se faire élire, il n'arrive pas et finit par donc, passer dans la diplomatie ou les questions internationales des États-Unis. D'abord, il devient ambassadeur aux Nations Unies, ensuite représentant en Chine et ensuite directeur de la CIA. Donc très lié à l'establishment, tout ce qui est affaires de sécurité, affaires de diplomatie internationale. Il aura été également à la Chambre des représentants pendant quelques années pour le Parti républicain. Il a été représentant. Effectivement. Donc il a le lien, il est à la charnière entre les affaires et la politique, mais il devient véritablement un personnage lorsqu'il devient vice-président. Avec colistier de Reagan, oui. Et président lui-même à partir de 1988. Donc, lorsqu'il devient président, lorsqu'il accède à la Maison-Blanche, c'est à la fin de la guerre froide, également un mandat là, qui va avoir été marqué par la guerre du Golfe. Pouvez-vous nous parler des 4 années de son unique mandat comme président? Effectivement, il a profité donc de la désintégration du bloc soviétique et la fin donc du rival aux États-Unis. Le monde s'ouvrait aux États-Unis. Il devenait désormais la puissance hégémonique, l'unique superpuissance, et on a profité donc pour faire cette guerre du Golfe contre l'Irak et surtout montrer au monde les merveilles de l'armement américain. C'est une guerre télévisée. C'est une guerre où CNN apparaît tous les jours, où on voit la guerre en continu, la guerre minute par minute, et on montre alors toute la quincaillerie militaire américaine pour impressionner le monde et faire comprendre aux autres. Votre tour pourrait arriver. Si vous faites comme l'Irak, les États-Unis pourraient vous attaquer. Donc c'est une manière de marquer l'arrivée de l'hégémonie américaine dans le monde, et il en profite. Il est le président donc, qui représente l'avènement de l'époque de l'unilatéralisme américain, du monde unipolaire, et c'est sa marque à ce moment-là, c'est le moment où il veut se démarquer de ses prédécesseurs. Pour avoir délaissé par la suite la politique intérieure. Il s'est vraiment intéressé plus à l'extérieur, à ces conflits mondiaux. Et donc, il va perdre en 1992 contre Bill Clinton. Alors, j'aimerais quand même qu'on glisse un mot sur le G20, parce que c'était la raison pour laquelle on vous avait invité. Effectivement, c'était le sujet. Un sujet chasse un autre dans le monde, effectivement. Voilà. Parce que, bon, Donald Trump est actuellement au G20 et il a cette rencontre avec la Chine aujourd'hui. Ça va éclipser un peu tout le reste, là, actuellement. Tout à fait. Alors, Trump est un personnage tout à fait différent de George Bush. Bush, qui était l'élite toute posée et bien entraînée. Trump est plutôt une sorte d'individu impulsif qui agit par instinct. Et Trump cherche là à avoir des avantages dans le commerce international, dans l'économie internationale, que le multilatéralisme ne donne plus aux États-Unis.
Bush aurait été un multilatéraliste. Trump ne l'est pas. Trump essaie donc de remettre en question le multilatéralisme, ce qui remet en question le G20. Parce que le G20 est basé sur le multilatéralisme. Il est là comme un cheveu dans la soupe, en train de modifier les règles du jeu. Alors, est-ce que ça va changer grand-chose? Vous savez, les G20 ne sont pas, ou ces rencontres au sommet, ne sont pas des lieux de décision. Ce sont des lieux où l'on se rencontre, où l'on peut avoir la température ou l'atmosphère internationale, mais ce n'est pas un endroit où l'on décide. Ça nous permettra donc de jauger un peu la situation, mais on ne peut pas s'attendre à des décisions. Là, on va percevoir l'état des esprits. On va pouvoir prendre la température de cette guerre commerciale que se livrent les États-Unis et la Chine. On va également voir comment sera accueilli, bon, ça a déjà été fait par Vladimir Poutine, également par Emmanuel Macron, mais le prince héritier de l'Arabie saoudite, Mohammed Ben Salman, pour voir quel statut il conserve ou il a sur la scène internationale. Vous allez regarder ça certainement. Effectivement. Et il fait son coming out, il essaie de se prouver maintenant qu'il est toujours accepté sur la scène internationale. En fait, il le sera. Il ne faut pas se faire d'illusions. Il le sera parce que les rapports avec l'Arabie saoudite sont des rapports économiques très sérieux et très denses. Des rapports politiques et géostratégiques. De sorte qu'il va être là, il va être accepté, même si les pays occidentaux ne vont pas multiplier les sympathies visibles à son égard. C'est délicat quand même avec l'affaire Khashoggi. C'est très sensible, évidemment, c'est très sensible vis-à-vis de leur opinion publique. Mais vis-à-vis de leurs intérêts, ils vont rester en rapport avec l'Arabie saoudite. Il n'y aura pas de sanctions, l'Arabie saoudite ne sera pas mise au banc des nations. Il ne faut pas se faire d'illusions, c'est simplement une tempête qu'on espère voir passer du côté occidental. Samir Sow, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Ça me fait plaisir. Merci bien. Au revoir.